Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardos. Et l'actualité près de chez vous via les réseaux sociaux, bien sûr, avec le hashtag On en parle. Bonjour Albin Texera. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Un nouveau candidat pour la présidentielle. Tiens, revoilà Francis Lalanne qui se lance officiellement dans la course à l'Elysée. Et oui, après les européennes, Francis Lalanne vise désormais l'Elysée. Le chanteur a officialisé sa candidature pour 2027 et lancera sa campagne ce samedi à Paris dans le 18e arrondissement avec un meeting. Ancien gilet jaune et figure contestataire, notamment connu pour des prises de position plus que controversées, voire des fois complotistes pendant la crise sanitaire. Il promet une alternative radicale avec en soutien un certain Dieudonné, condamné à plusieurs reprises pour des propos notamment liés à l'antisémitisme. Nous avons décidé, Dieudonné et moi, de nous présenter aux élections présidentielles. Aux élections présidentielles. Oui, c'est-à-dire c'est une candidature bicéphale que nous proposons aux Français. Dieudonné ne peut pas être élu président puisqu'il est inéligible. Moi, je peux être élu président puisque je suis éligible, mais je ne veux pas me présenter sans Dieudonné parce que voilà, Dieudonné sera d'abord mon directeur de campagne et sera mon Premier ministre. Un ticket Francis Lalanne Dieudonné ô combien étonnant, et pourtant sur les réseaux sociaux l'annonce fait réagir. Certains dénoncent une candidature portée par des discours complotistes et des prises de position jugées proches de la mouvance raciste et antisémite. Francis Lalanne et Dieudonné avaient déjà fait la liste commune aux européennes de 2024 sous la bannière France Libre avec seulement 0,04% des voix. Cette fois, l'artiste veut aller jusqu'à la présidentielle et appelle aux dons pour financer sa campagne. Et bien sûr, il faudra aussi atteindre les 500 signatures pour espérer pouvoir se présenter s'il le souhaite. Oui, Dieudonné, on le rappelle, Albin Texera, qui a été condamné à de multiples reprises. Condamnation en Suisse en 2023, recel d'escroquerie 2021-2024, des poursuites récentes. Effectivement, vous y avez raisons pour lesquelles il est inéligible, notamment. Vous y avez fait allusion absolument également pour des propos antisémites. Allez, on va s'intéresser à l'actualité. Merci Albin et à plus tard sur l'antenne de Sud Radio. On va s'intéresser à l'une des grandes questions de l'été. C'est évidemment la sécheresse. Comment y faire face? On est avec Jean-Daniel Césaro. Il est géographe au CIRAD et membre du comité scientifique français de la désertification sur le sujet. Sécheresse. Et si la France devait apprendre des pays arides? C'est un peu ce que nous dit Jean-Daniel Césaro et c'est très intéressant parce que c'est une approche qui a le mérite d'être claire. Jean-Daniel Césaro, bonjour. Oui, bonjour, mes invités. Merci à vous d'être présent sur Sud Radio ce matin. Vous avez lancé cet appel qui est lié à une grande réunion qui a lieu en ce moment. On s'interroge et on s'intéresse aux grandes problématiques de désertification. Vous lancez cet appel. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, si on rentre concrètement dans le sujet, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la France apprenne des pays arides ? Il faut investir dans la coopération multilatérale dans laquelle la France intervient depuis des dizaines d'années. On a à travers de nombreux projets une connaissance sur ce qui se passe dans les pays affectés. Et aujourd'hui, il faut réfléchir sur cette connaissance acquise et les partenariats qui ont été investis pour... On a un petit souci de liaison avec Jean-Daniel Césaro, mais comme vous êtes très nombreux à nous appeler, c'est pas très grave. On va prendre Christian qui est dans les Landes à Pomarez. Christian, bonjour Christian. Bonjour. Vous avez un message qui est plutôt rassurant. Vous vous dites, il faut pas s'inquiéter. En revanche, il faut aussi s'adapter. À quoi vous pensez quand vous dites faut aussi s'adapter à cette sécheresse? En fait, il faut juste simplement... Moi, j'ai 71 ans, donc j'ai connu un petit peu. Comme, pour les gens qui ont à peu près mon âge, on a connu 2003, on a connu 2011, on a connu 2017, on a eu des 44, des 40, et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que ça fait partie du système aujourd'hui de la Terre, où le Soleil est un peu plus près, d'autre part, il est un peu plus loin, parce que si ça chauffe, c'est que... Je veux pas me mettre en tête que tout ce truc qu'il y a sur c'est à cause des gens qui font pas en fait c'est à cause des humains que la Terre elle se réchauffe. Ça je n'y crois pas un instant. Alors c'est votre opinion Christian. Après le GIEC a été très très clair sur cette question-là, sur le fait que c'est dû le réchauffement et le dérèglement climatique est dû à l'activité humaine.
humaine. Vous ne souhaitez pas dire que c'est exclusivement du fait de l'activité humaine, c'est cela ? Bah totalement, oui. Bon après c'est normal, je veux dire c'est un fait. On est dans l'actualité, vous inquiétez pas. La semaine prochaine on va parler des inondations, on oubliera un petit peu le soleil. Mais non, mais vous savez, regardez, moi je regarde un petit peu les agriculteurs ici chez nous. Quand on parle de l'eau, du machin, bah les gens ils font des carottages, hein. Ils vont chercher l'eau où elle est. Il faut pas oublier qu'on a 71% d'eau dans le monde, hein, dont évidemment du salé et de la douce. Donc il y a moyen de faire plein de choses. Hein. Il y a moyen de faire plein de choses. Christian, merci pour votre témoignage. Vous êtes dans les Landes et justement, on va se retourner vers Jean-Daniel Césaro, géographe au CIRAD, membre du comité scientifique français de la désertification. Alors justement, quels sont, Jean-Daniel, merci d'être de retour, quels sont les moyens concrètement, on a bien compris, hein, au-delà de la coopération, vous en avez parlé il y a un instant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et qu'est-ce qu'on doit apprendre des pays arides ? Dans les pays arides dans lesquels on travaille, alors il y a une différence, c'est que eux ils ont pas forcément un foncier privatisé, c'est souvent des terres qui appartiennent à l'État, et donc du coup on a des gens qui travaillent plus ensemble, qui font plus de participatif pour pouvoir gérer les ressources. Alors l'idée c'est d'adapter ces méthodes en France pour pouvoir justement faire travailler les gens ensemble, parce qu'on sait qu'en France, on est quand même sur une terre de propriétaires privés. Mais quelle méthode, et donc ces ressources. Quelle méthode, Jean-Daniel Césaro ? On parlait de carottage à l'instant. Est-ce qu'il faut travailler sur une meilleure irrigation et comment faire ? Il y a à la fois de la technique, donc ça peut être effectivement des carottages, ça peut être des rétentions d'eau, ça peut être des mini-barrages, ça peut être effectivement de la replantation de haies, de la reforestation, de l'agroforesterie, enfin il y a l'agriculture de conservation, il y a des multiples méthodes, mais l'idée c'est qu'il faut pas que les gens le fassent individuellement, il faut que ça soit porté au niveau des territoires, que les gens discutent. Parce que si on discute pas, chacun fait de sa manière, et après c'est là où on se retrouve avec un pompage qui est privatisé ou des gens qui vont aller prendre plus de ressources que les autres. On est plusieurs utilisateurs à utiliser par exemple l'eau. Il n'y a pas que les agriculteurs qui utilisent, il y a aussi les gens qui la boivent. Et donc il faut répartir la ressource future. Voilà, c'est ça l'idée. Et vous avez raison, mais le problème c'est qu'en France on part beaucoup en ordre dispersé, j'ai l'impression, et souvent il y a des moments de crispation. On se souvient des bassins de rétention d'eau et des méga-bassines. Dès qu'on aborde le sujet, c'est très très tendu. Comment peut-on faire pour avoir un débat apaisé sur cette question-là ? Il faut mettre tout le monde autour de la table. Des fois, il faut se dire les choses comme il faut. Je pense que vos médias, ils sont là pour ça. Et une fois que les choses elles sont dites, il faut qu'on travaille ensemble. Parce que de toute façon, on peut pas s'en sortir si chacun se tourne le dos. Donc, une bonne concertation. Je pense que c'est ce qui a été fait au début dans le mandat précédent, la présidence française. Voilà. Et maintenant, il nous faut un nouvel horizon. De toute façon, il faut que les gens se remettent à travailler ensemble et à discuter. Je précise que actuellement a lieu la 17e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Elle a lieu en Mongolie. Évidemment, c'est un peu loin de nos préoccupations à nous ici en France, mais c'est l'un des endroits où on parle de cette problématique-là. Est-ce que vous y avez appris des pistes intéressantes que vous pourriez évoquer ce matin sur Sud Radio ? Déjà pour dire que c'est pas si éloigné des préoccupations des Français, puisque on a quand même des approvisionnements stratégiques depuis la Mongolie pour faire tourner nos centrales nucléaires. Donc c'est assez important d'être en délégation France ici. Et oui, il y a effectivement de multiples technologies. Je pense qu'on n'a pas l'habitude d'avoir les Européens qui montrent des solutions. Mais dans l'avenir, c'est ça qu'il faut qu'on porte, c'est qu'il faut qu'on arrive à montrer les solutions qu'on a sur le terrain en France dans ce genre de conférences pour travailler ensemble à une meilleure représentation de ce que nous voulons faire. Merci Jean-Daniel Césaro d'être intervenu sur Sud Radio. On va prendre Baptiste qui est à Paris. Baptiste qui est un auditeur très intéressé également sur la question. Peut-être que on l'aura juste après. Il est là, Baptiste. Très bien. Bonjour, oui, Baptiste. Je suis là. Voilà. Bonjour. Vous vouliez... Oui, bonjour. Soyez le bienvenu. Vous souhaitiez intervenir sur ce sujet également. Oui, parce que là, à l'instant, vous demandiez comment on pouvait éventuellement avoir un débat apaisé sur le sujet. Peut-être que la première chose pour avoir un débat apaisé,
c'est qu'on peut au moins se mettre d'accord sur les faits scientifiques. Et là, quand j'entends Christian, votre auditeur précédent, qui dit qu'en gros, lui, il n'y croit pas du tout à l'impact de l'homme et à la responsabilité de l'homme sur le dérèglement climatique, le pauvre, j'ai envie de dire, il vient de se contredire la seconde précédente quand il dit j'ai connu la canicule de 2003, j'ai connu la canicule de 2011, j'ai connu la canicule de 2017 et que cet été, on en a eu 5 des canicules. Le pauvre, il se contredit. Il y a eu dans l'histoire de... Sur la question de ce que vient d'évoquer Jean-Daniel Césaro, sur le fait de mieux utiliser l'eau, il y a des pistes, il y a des choses intéressantes à faire en France. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on envisage, non ? Non, je pense pas forcément aux méga-bassines, mais il parlait plutôt d'irrigation, les carottages, oui, voilà. Mais ça, bien sûr, vous avez raison. Il y a des solutions techniques et technologiques, évidemment, mais à la base de tout, il faut quand même qu'on prenne conscience de l'impact qu'on a sur le climat. Parce je crois que tout le monde en a pris conscience cet été. La preuve que non, puisque à l'instant, vous aviez un auditeur qui disait, en toute décontraction, je crois pas à la responsabilité de l'homme sur le dérèglement climatique. Donc en fait, faut agir sur 2 leviers, mais ça, tous les scientifiques le disent maintenant depuis longtemps. Il y a l'adaptation et il y a l'atténuation. C'est-à-dire qu'il faut commencer par atténuer notre impact sur le dérèglement climatique et ensuite, il faut effectivement s'adapter. Là, le sujet dont vous parlez, c'est vraiment de l'adaptation. Donc, je suis d'accord, c'est un sujet important, mais le problème, c'est qu'il faut pas qu'il se fasse tout seul. Si on continue à démolir notre planète, vous pouvez parler de carottage et de méga-bassines autant que vous voulez, ça sert à rien. Il faut d'abord et avant tout atténuer notre impact sur le dérèglement climatique. Vous avez raison, mais je pense que... Moins de projets fossiles, moins d'artificialisation des sols, et surtout peut-être arrêter de persécuter les gens qui alertent sur ce sujet depuis 50 ans. Et ça passe aussi peut-être par une meilleure gestion des catastrophes naturelles. Regardez, ce matin, on était en ligne avec, je sais pas si vous étiez avec nous à ce moment-là, mais on parlait de la problématique des inondations qui risquent d'être encore plus fortes dans les zones sinistrées, là où il y a eu des incendies en Gironde et dans le Var. Pourquoi ? Parce que il faut gérer ces sols. Le bois absorbe l'eau et comme il y a plus de bois, enfin dans certaines zones, elles ont été déboisées. Il faudrait travailler tout de suite cette terre. On s'aperçoit aussi dans cette France, Baptiste, et je conclue avec ça, que la problématique, c'est aussi que on fait pas forcément les bonnes choses non plus. Vous avez raison, mais du coup, il faut aussi s'interroger sur les propositions politiques qu'on a là-dessus. Il faut aussi s'intéresser aux forces politiques qui proposent une solution pour ça. Je vais vous dire très sincèrement, je suis pas le premier fan de Jean-Luc Mélenchon, mais n'empêche que sur la gestion de l'eau et sur la gestion du cycle de l'eau, avec les écolos, c'est le seul à avoir une vraie proposition. Et là, on parle pas de polémique à 2 balles sur est-ce qu'on a assez de Canadair ou pas, est-ce qu'il fait trop chaud, est-ce qu'il y a des méga-bassines. On est sur des trucs très concrets. Comment on gère l'eau et comment on gère l'eau alors qu'il va y en avoir de moins en moins. Merci Baptiste pour votre témoignage et on confrontera de toute façon toutes ces idées dans le grand matin tout au long de l'année. Évidemment, la question de l'eau en fera partie. Dans un instant, on sera avec le docteur Isabelle Rousseau. C'est une invention absolument formidable, un vaccin contre le cancer. Que faut-il en penser ? Je me tourne vers vous également, 0826 300 300. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez confiance en ce vaccin ou pas ? En tous les cas, docteur Isabelle Rousseau est avec nous dans un instant. Il est 9h20 sur Sud Radio. 7h10, le grand matin Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Le grand matin Sud Radio, 7h10, Jacques Cardoz. 9h23, on est avec le docteur Isabelle Rousseau, dermatologue et vice-présidente du syndicat des dermatologues vénérologues. Bonjour docteur. Bonjour. On a appris cette nouvelle incroyable concernant un nouveau procédé qui permet effectivement de pouvoir lutter contre le cancer de la peau. C'est une découverte évidemment majeure, intéressante. Est-ce que d'abord vous pourriez nous expliquer quel est le mécanisme ? Oui, alors c'est un vaccin, c'est pour traiter le mélanome. Déjà, le mélanome qui est déjà assez avancé. Donc en fait, si vous voulez, il faut enlever cette tumeur. Et à partir de la tumeur, à partir des cellules tumorales, on va fabriquer en fait un vaccin qu'on va injecter au patient qui va lutter donc et qui va détruire les cellules cancéreuses. Donc si vous voulez, ça s'adresse donc à des gens qui ont déjà ce cancer, qui a déjà été enlevé, mais ça va éviter les métastases et va surtout éviter l'extension de la tumeur. Et donc ça va améliorer considérablement le taux de survie. C'est extraordinaire.
Extraordinaire. On a le sentiment que toute la communauté scientifique est assez unanime sur le sujet. C'est une vraie découverte et avancée majeure. Oui, c'est une grosse découverte. Et surtout, si vous voulez, parce qu'on imagine que si on a déjà découvert ça pour le mélanome, on va pouvoir avancer avec d'autres cancers, certainement. Voilà, c'est ça. Alors, quelles sont les pistes qui sont aujourd'hui envisagées? Quel type de cancer? Écoutez, bon, ça je peux pas vous le dire parce que moi je suis dermatologue et je suis pas oncologue. Mais si vous voulez, je pense qu'ils vont surtout se pencher sur ces cancers justement agressifs, pour lesquels le mélanome qui était avancé, il y avait absolument pas de traitement. Hein, d'accord. Donc c'était vraiment très, c'est très grave. Hein, donc on peut imaginer que certains autres cancers, comme cancer du pancréas, ou choses comme ça, qui sont aussi très graves, vont pouvoir être traités. Parce que là, si vous voulez, c'est un vaccin traitant. C'est pas un vaccin de prévention. C'est ça la grosse différence. Hein. Et il y a quand même, si vous voulez, une mortalité à peu près 2000 en France, 2000 à peu près personnes qui meurent du mélanome chaque année. Hein, donc c'est énorme. Hein, et je pense que c'est vraiment une grosse découverte. C'est quelque chose d'énorme, vraiment. Alors il va falloir attendre un petit peu. Hein, techniquement, je crois que faut encore attendre 18 mois. On vient de passer le stade 3, c'est ça. Ça signifie que tous les tests cliniques sont bons, tous les feux sont ouverts. Sévère. Donc, je crois qu'il y a encore une session donc pour vraiment vérifier, etc., qui va être dévoilée lors d'un congrès. Et après, bien sûr, il va falloir l'agrément de la Sécu, etc., donc pour avoir l'agrément de prise en charge de ce traitement. Docteur Rousseau, on est passé un peu vite sur la façon de fonctionner de ce vaccin. Là aussi, encore une fois, c'est avec l'ARN messager. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Il faut peut-être le rappeler. Exactement, donc c'est avec l'ARN messager. C'est-à-dire que si vous voulez, on va extraire de la tumeur des protéines, des antigènes ciblés. Si vous voulez, en fait, on va cibler, on va extraire ces molécules qui sont qui sont particulières aux patients, particulières à la tumeur. On va les réinjecter donc chez les patients. Donc si vous voulez, de manière à alerter les cellules, les lymphocytes, c'est-à-dire que c'est les cellules qui vont tuer les cellules cancéreuses, on va les alerter de manière, si vous voulez, à ce que le patient prenne en charge cela. Attention, parce que vous avez aussi, avec ce vaccin, dans les études, vous avez aussi une immunothérapie qui a été ajoutée de manière à libérer justement ces cellules lymphocytes qui vont tuer les cellules cancéreuses. Donc c'est ajouté au vaccin. D'accord. Quels sont les taux de réussite qui sont déclarés par les deux laboratoires qui ont mis au point cette technique? Alors écoutez, ça je l'ai pas en tête, mais c'est un taux de réussite qui est très important. Je pense qu'ils ont fait des essais là sur plus de 1200 personnes, hein, donc c'est énorme hein, comme cohorte. Hein. C'est énorme. Et ils ont un taux de réussite qui est vraiment très important. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pu en parler, parce qu'autrement, voilà. Donc on a tout lieu d'être relativement confiant. Est-ce que ça signifie au sein, et c'est ma dernière question, docteur Rousseau, ça signifie qu'au sein de la communauté scientifique, on a le sentiment qu'on a passé un cap, qu'on va pouvoir envisager la lutte contre les cancers de façon différente, sans annoncer ce matin évidemment une révolution, mais ça veut dire quand même que d'un point de vue de la recherche, on a basculé dans autre chose? Oui, je pense qu'avec cet ARN messager, on a vraiment quelque chose de formidable. Ça avait été débuté donc pendant la période du Covid, hein, et donc bien évidemment, ces laboratoires ont essayé notre piste pour développer leur recherche. Et merci à eux parce que c'est vraiment, je pense que beaucoup de malades vont être soulagés aujourd'hui, vraiment. Merci infiniment, docteur Isabelle Rousseau, dermatologue et vice-présidente du syndicat des dermatologues vénérologues, d'être intervenue sur l'antenne de Sud Radio.